va quand même laisser quelques instants pour que les personnes continuent à se brancher. Je vois qu'il y a encore du monde qui se branche. Alors, on va attendre au moins 1 ou 2 minutes. Pour ne pas prendre trop de retard sur la présentation d'aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Dans le cadre de la Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence, nous vous présentons un aperçu des avancées scientifiques, des recherches effectuées avec Urgence Santé dans le cadre du programme de recherche dont Luc de Montigny et moi-même sommes responsables. Avant de commencer, je vais vous demander de conserver votre caméra et votre microphone fermés puisque la conférence est enregistrée et elle sera disponible à l'interne par la suite. Je vous demande également de débrancher votre VPN pour améliorer la qualité de la connexion et de poser vos questions dans le chat, que ce soit à tout le monde ou en les adressant à Luc ou moi. Et s'il vous plaît, d'attendre la fin de la présentation pour le faire. Donc, merci d'avance. Je vois qu'il y a quelqu'un d'entre qui se branche, mais nous allons quand même commencer maintenant avec la présentation de Gabrielle Lavoie. Donc, à la suite de sa maîtrise en génie à la Polytechnique Montréal, Gabrielle Lavoie s'est joint à la direction des affaires corporatives et nous présente un projet sur lequel il travaille actuellement. Merci, Teresa. Gabrielle, je te laisse la parole. Oui. Donc d'abord, merci d'être présent. Donc, je m'appelle Gabrielle Lavoie, je travaille à la direction générale et je vais vous présenter un projet de recherche qui consiste à évaluer l'impact de changements sur le triage primaire et secondaire sur Urgence Santé à l'aide d'un modèle de simulation. Donc, c'est un petit problème technique. Je vais juste rappeler à tout le monde, s'il vous plaît, de débrancher le VPN afin de limiter les problèmes de connexion. Et Gabrielle, juste une petite pause de 15 secondes, puis ensuite recommence. S'il te plaît. Oui, OK. Donc, prise 2. Donc, bonjour, Gabrielle Lavoie, je travaille à la direction générale et je vais vous présenter un projet de recherche qui consiste à évaluer l'impact de changements hospitaliers d'urgence à l'aide d'un modèle de simulation d'urgence santé. Donc, les de recherche incluent Luc de Montigny, qui va vous présenter également d'autres résultats un peu plus HEC Montréal et Polytechnique Montréal. Donc, d'abord, quelques notions de base au niveau de la performance du triage. Le triage primaire où on donne une priorité initiale aux appels a pour but de limiter au maximum le sous-triage. Donc, le sous-triage qui consiste à donner une basse priorité à un appel urgence qui est très dangereux étant donné que les patients qui reçoivent un sous-triage risquent d'attendre plus longtemps pour une ambulance parce qu'ils peuvent se permettre d'attendre. Et donc, étant donné qu'on veut limiter au maximum le sous-triage, on tolère un très haut taux de surtriage, donc qui peut aller de 90 à 95 % des appels. Donc, des appels qui reçoivent une autre priorité, P0P1 dans notre cas, mais qui en fait auraient pu attendre beaucoup plus longtemps avant de recevoir une ambulance. On suppose que réduire le surtriage pour améliorer nos temps de réponse des hautes priorités et améliorer la sécurité, mais ce n'est pas quelque chose qui a été testé ou mesuré en pratique. Ensuite, concernant le triage secondaire, donc qui vise à annuler des appels de basse priorité en les référant des ressources alternatives, ça permet de réduire le taux d'utilisation des véhicules et d'améliorer les temps de réponse, mais on sait également que les impacts du triage secondaire vont être limités par le nombre d'appels éligibles et par notre taux de cancellation, ce qui fait qu'on a un lien assez direct entre la performance du triage primaire et secondaire, car si on a un très haut taux de surtriage,
on va avoir peu d'appels qui reçoivent une basse priorité, donc peu d'appels qui peuvent être éligibles au triage secondaire, ce qui vient limiter ces impacts. Donc, ça nous amène à nos questions de recherche. On en a 3. Tout d'abord, quels sont les impacts d'une réduction du surtriage sur les opérations des services hospitaliers d'urgence? Est-ce que c'est un impact positif? Est-ce que ça vaudrait la peine d'essayer de réduire le surtriage ou est-ce que le statu quo actuel est acceptable? Ensuite, quels sont les effets d'améliorer le triage secondaire sur la performance? Donc, à quel point est-ce qu'il y a des bénéfices à faire du triage secondaire du point de vue du service hospitalier? Et enfin, quels sont les effets combinés lorsqu'on améliore le triage primaire et secondaire en même temps? Pour répondre à ces questions-là, on fait une étude de cas avec Urgence Santé. Donc, on sait qu'on répond à environ 330 000 appels par année et parmi ceux-là, on en a seulement 21 qui reçoivent une basse priorité, P4 ou P7. Donc, c'est quand même un assez petit chiffre et on sait très bien que parmi les appels qui reçoivent une autre priorité, il y en a quand même une grosse proportion qui ont été surtriés, donc qui auraient pu recevoir une basse priorité. On fait également du triage secondaire depuis 2017, donc d'abord avec InfoSanté, maintenant par nous-mêmes. Mais encore aujourd'hui, on a une disponibilité limitée. Donc, on n'a pas des infirmières qui sont disponibles 24 heures sur 24, donc on ne peut pas faire le triage secondaire sur tous les appels. Et notre taux de cancellation actuel est autour de 16,5 %. Pour notre étude de cas, on va utiliser l'année 2019, donc pour éviter d'avoir l'impact du COVID qui vient jouer dans nos résultats. Donc, comme j'ai dit, on utilise un modèle de simulation. Donc, c'est un modèle qui a été développé pendant ma maîtrise en génie industriel, donc dans un partenariat entre Urgence Santé, Polytechnique Montréal et HEC Montréal. C'est un modèle qui permet de mesurer les impacts opérationnels de différents changements à nos opérations. Donc, ça permet de répondre à des scénarios et si, donc qu'est-ce qui arrive et si on améliore le triage secondaire ou le triage primaire et de mesurer l'impact sur des indicateurs opérationnels. Donc, que ce soit le taux d'utilisation, les temps de réponse, les différents délais à l'intérieur du système, on peut le mesurer avec notre modèle de simulation. Donc, avec ce modèle-là, on teste différents scénarios, une pour chacun de nos questions de recherche. Donc, le premier, c'est qu'est-ce qui arrive si on améliore le triage primaire en réduisant notre surtriage? Donc, on passe d'une distribution actuelle de nos appels, donc avec beaucoup de hautes priorités et peu de basses priorités, à un scénario conservateur où on améliore un peu cela, donc on aurait moins d'appels de haute priorité, un peu plus de basses priorités. Un scénario optimiste où on a une réduction beaucoup plus marquée à ce niveau-là, donc où on aurait presque plus de surtriage qui reste. Donc, dans le simulateur, on teste ces différents scénarios-là. On compare à notre scénario de référence, donc qui est un scénario qui est également simulé, mais où on utilise les règles actuelles, donc avec la distribution actuelle de nos appels. Et on compare à notre scénario conservateur et optimiste. Donc, c'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise avec ce genre de graphique-là, donc des boîtes à moustaches. Donc, je vais prendre un petit moment pour dire comment les lire. Donc, ici, on a le premier pour percentile, donc environ le minimum. On va avoir 25 % de nos temps de réponse qui vont être dans cet intervalle-là. Un autre 25 % ici, ce qui fait que notre barre ici, entre le gris foncé et le gris pâle, c'est notre médiane. Donc, 50 % des valeurs vont être inférieures à ça. Et généralement, la moyenne va être assez proche de la médiane. Ensuite, on a un autre 25 % ici et 25 % ici avec notre barre ici qui nous donne environ le maximum des valeurs. Donc, ce qu'on observe au niveau des hautes priorités du temps de réponse d'urgence santé spécifiquement, c'est qu'on a une réduction de quelques secondes à chaque fois lorsqu'on améliore notre triage primaire. Au niveau des priorités moyennes, donc de nos P3 simplement, on a une réduction d'environ une demi-minute sur nos temps de réponse, tandis que pour les basses priorités, on a peu d'impact avec le scénario conservateur. On a une petite augmentation d'environ une demi-minute dans notre scénario optimiste. Donc, des impacts assez modérés. D'autres indicateurs qui sont intéressants à mesurer pour ce genre de changement-là, c'est notre temps de déplacement d'urgence, donc on dit 30 vers l'origine. On parle d'une réduction qui peut aller jusqu'à 50 % et une toute légère augmentation du taux d'utilisation, étant donné que on utilise moins la conduite d'urgence, donc les déplacements sont un tout petit peu plus lents en moyenne. Dans notre deuxième scénario, on mesure l'impact d'améliorer le triage secondaire. Donc, on a encore une fois deux variantes, une conservatrice et une plus optimiste.
Donc, dans les deux cas, on considère que 50% des appels environ sont envoyés au triage secondaire parmi les appels éligibles, donc parmi les appels de P4 et P7, et on considère qu'on a une disponibilité complète des ressources pour faire le triage secondaire. Donc, il n'y a pas de délai de file d'attente. Tous les appels éligibles sont envoyés et ça commence immédiatement avec un temps médian pour le triage secondaire de 50%. Ce qui change entre notre scénario conservateur et optimiste, c'est la proportion d'appels cancellés. Donc, on a 16,5% pour le conservateur, qui est notre valeur actuelle, et 50% pour l'optimiste, qui est une valeur un peu plus proche de ce qu'on peut retrouver dans la littérature. Donc, cette fois-ci, ce qu'on observe, c'est que nos temps de réponse sont très stables au niveau des hautes priorités, de même qu'au niveau de nos priorités moyennes. Au niveau des P4 et P7, là, on a un gain quand même intéressant, donc une réduction d'environ 1 minute au niveau de la médiane et les valeurs maximum qui sont réduites de quelques minutes. On n'a pas d'impact sur la conduite en 10-30, bien sûr, et on a un impact positif sur le taux d'utilisation, étant donné qu'on a un petit peu moins d'ambulances dans notre système, un peu moins d'appels, excusez-moi, dans notre système, ce qui fait qu'il y a un peu moins de travail à faire pour nos paramédics. Donc, dans le scénario 3, on veut observer ce qui se passe lorsqu'on combine la réduction du surtriage avec l'amélioration du triage secondaire. Donc, on fait deux variations, une conservateur où on utilise nos deux variantes conservateurs pour le scénario 1 et 2, et la même chose pour notre scénario optimiste. Donc, ça nous donne des résultats qui sont quand même très intéressants. Tout d'abord, au niveau des hautes priorités, on a une réduction qui est plus importante que dans notre scénario 1, qui peut aller jusqu'à pas loin d'une demi-minute. Au niveau des priorités moyennes, la réduction peut dépasser 1 minute dans le cas de notre scénario optimiste. Donc, c'est quand même assez important pour les P3. Et ce qu'on observe aussi, c'est que les valeurs maximum sont réduites. Au niveau des hautes priorités, c'est là où on a l'impact le plus important, donc avec la médiane qui peut descendre d'environ 4 minutes dans le scénario optimiste. On observe aussi que les valeurs maximum sont réduites significativement. Donc, dans notre scénario optimiste, dans le simulateur, on n'aurait pas de valeur en haut de 60 minutes pour ce scénario-là, tandis qu'on avait des valeurs autour de 90 minutes dans notre maximum. Donc, c'est quand même très significatif. On a encore une fois le bénéfice au niveau de notre temps de déplacement d'urgence, donc ce qui est bénéfique pour la sécurité des paramédics et de la population. Et globalement, on a une réduction de notre taux d'utilisation dans notre scénario optimiste. Donc, l'augmentation qui est causée par les temps de déplacement plus longs est compensée par le fait qu'on a moins d'appels dans notre système, ce qui amène à une réduction globale, ce qui est assez positif. Donc, quelques limitations. Donc, bien sûr, la réduction du surtriage, ça n'a pas été fait en pratique. On ne sait pas nécessairement si le taux de diminution du surtriage est réaliste. Le but, c'était plus de mesurer, de répondre à la question, est-ce que ça vaut la peine de le réduire? Donc, les prédictions sont basées sur un modèle de simulation qui est quand même assez représentatif d'urgence santé, mais qui n'est pas fiable à 100%. Donc, si on faisait ces changements-là dans la vraie vie, il y aurait vraisemblablement une différence au niveau des impacts mesurés. Et finalement, on ne mesure pas les impacts cliniques qu'on peut avoir, donc on ne sait pas ce sera quoi l'impact de notre taux de la diminution des temps de réponse sur les indicateurs cliniques. Donc, en conclusion, la réduction du surtriage améliore légèrement les temps de réponse. P0P1 améliore la sécurité en réduisant les déplacements d'urgence. Améliorer le triage secondaire réduit légèrement les temps de réponse P4, P7 et réduit le taux d'utilisation, ce qui est positif. Et ce qu'on réalise, c'est lorsqu'on combine ces deux scénarios-là, on a des résultats beaucoup plus intéressants. Donc, on a des réductions significatives pour tous les temps de réponse. On a encore une fois les bénéfices pour la sécurité et on a une réduction globale du taux d'utilisation, ce qui amène à penser que ces deux avenues-là sont pertinentes et qui méritent d'être étudiées plus avant. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des questions, je vais maintenant y répondre. Merci, Gabriel, pour cette très bonne présentation. Je pense que Luc a une première question qui provient de Louis-Pierre, je pense. De M. Fournier, en effet. Alors, Louis-Pierre demande, voici la question. Est-ce que vous avez considéré que de réduire le surtriage pourrait améliorer l'affectation des ressources plus rares, comme les soins avancés, et apporter des soins aux patients qui en ont plus besoin? C'est certain qu'il y aura des bénéfices au niveau des soins avancés. Présentement, le modèle de simulation considère uniquement les véhicules PSP, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a mesuré, mais en effet, il y aurait des bénéfices certains à ce niveau-là.
Excellent. Est-ce qu'on a une autre question? Luc, aurais-tu une question pour Gabriel? Certainement. Alors, Gabriel, je vais te demander d'être un peu hypothétique. Alors, on ne mesure pas les résultats cliniques. On n'essaie pas de prédire ce qui arrive aux patients. La seule chose qu'on peut faire dans le simulateur actuel, c'est de regarder les temps de réponse. On sait que si on réduit le surtriage, il est possible qu'on augmente le sous-triage. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver. Si on devait tracer une ligne et de dire on va accepter une certaine augmentation de sous-triage pour descendre le surtriage, ça serait quoi le suivi? La prochaine question de recherche ou la prochaine étude à faire pour arriver plus à quelque chose qui ne mettrait pas en danger les patients? C'est sûr que si on faisait un changement réel pour réduire qui viserait à réduire le surtriage, il faudrait faire un suivi très serré des cas de sous-triage afin de mesurer leur impact. Dans le modèle de simulation, on pourrait se questionner à savoir si, à supposer que le modèle de simulation mesurait des impacts cliniques, on pourrait essayer de voir si globalement le risque de surtriage est compensé par les bénéfices globaux pour l'ensemble de la population en faisant moins de surtriage. Est-ce que ça te répond? Une très bonne réponse. Je vais peut-être plus souligner le fait que ta recherche, ce projet-là, soulève des questions éthiques très intéressantes où les réponses ne sont pas nécessairement évidentes, mais le questionnement est super important. Mm-hmm. Dans le fond, l'étude montre qu'il y a des bénéfices à faire une réduction pour le surtriage, mais on ne mesure pas les impacts négatifs en termes de sous-triage, donc qui devient une question éthique, une question de balance qui serait assez délicate à trouver. L'idéal serait bien sûr de trouver une manière de réduire le surtriage en prenant peu de risques de sous-triage, mais bon, on suppose que les algorithmes présentement, il y a quand même cette réflexion-là qui est faite au niveau du MDPS, par exemple. Juste pour remettre un petit peu de contexte pour une personne qui a demandé une précision sur la définition du terme de surtriage ou même sous-triage, le but, c'est de s'assurer que la réponse qu'on envoie correspond à la condition du patient. Donc, un surtriage serait une situation où on priorise excessivement la condition d'un patient versus la situation réelle. Le sous-triage, ce serait de minimiser en fait la condition du patient versus ce qui est actuel, si je peux résumer ça très brièvement. Il y a une autre question qui vient de rentrer de M. Sébastien Aubu. Le triage secondaire semble être envisagé que pour les bases priorités. Un triage secondaire des priorités 3 est-il envisagé? Je ne peux peut-être pas répondre pour Urgence Santé. Dans le cadre de notre modèle, on a supposé qu'on gardait ce qui était fait présentement, donc uniquement pour les P4 et P7. C'est sûr qu'il y aurait une pertinence au niveau opérationnel. Il faudrait voir au niveau clinique, est-ce que ça peut réellement fonctionner. Peut-être faire le point, Gabriel, qu'on a vu dans les simulations que l'idéal, c'est de seulement trier les appels qui vont être annulés. Finalement, on ne peut pas savoir d'avance quels appels vont être annulés si on n'aurait pas besoin de les trier une deuxième fois. Par contre, plus qu'on va ratisser large, moins que le taux d'annulation va diminuer. Donc, ça demande plus de ressources pour moins de gains. Donc, je crois que oui, il y a une discussion sur les P3, mais ça ne serait pas tous les P3 parce que c'est, de mémoire, plus que le quart de nos appels rentrent en P3. Donc, c'est beaucoup d'appels à trier. Mm-hmm. Alors, Gabriel, merci. Oui. Et merci pour les questions, tout le monde. Ça me fait plaisir de
faire l'introduction de ma chère collègue Teresa Choisy, qui va présenter maintenant une de ses études. Je dis une parce qu'il y en a plusieurs. Depuis à peu près 2 ans, Teresa est conseillère en recherche à Urgence Santé. Avant qu'elle devienne conseillère en recherche, elle était RMU et chef d'équipe. Et on vient de fêter ses 10 ans à la corporation. Et je pense que les 10 plus belles années sont à venir. Teresa. Merci beaucoup, Luc. Alors, on vient de parler justement de simulation. Toujours dans le même terme, je vais continuer ma présentation d'aujourd'hui, qui est de s'assurer qu'on ait une concordance entre l'observation effectuée au niveau du patient et celle que les paramédics auront à prendre charge. Donc, aujourd'hui, je vais m'intéresser particulièrement du cas particulier de la diaphorèse. Et je tiens à préciser que c'est une étude qui a une équipe, ce n'est pas juste moi. Il y a Jean-François Poulien, le chef de service QNSP volet RMU, qui fait partie de l'équipe de recherche, ainsi que Luc de Montigny, mon collègue. Après une brève mise en contexte, je vais vous présenter l'objectif de l'étude, les méthodes qu'on a employées, les résultats obtenus, puis brièvement, on va discuter un peu des résultats et des conclusions qu'on peut en tirer. Au niveau des divulgations, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Gabriel en a parlé précédemment au niveau des statistiques d'Urgence Santé. L'étude utilise des données qui proviennent de chez nous. Urgence Santé couvre 2,5 millions d'habitants, environ 375 000 appels par an, et on effectue en moyenne 230 000 transports à chaque année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste vous donner une vision d'ensemble au niveau du traitement des appels au CCS. L'appel va rentrer d'abord au niveau du 911 qui va répartir les appels entre police, pompiers, ambulance. Ils vont essentiellement valider l'adresse et le numéro de téléphone. L'appel va ensuite basculer au niveau du CCS, du Centre de communication santé. La prise d'appel, les RMU à la prise d'appel vont déterminer le problème principal, effectuer le triage et fournir de l'assistance à l'appelant. L'appel va transiter vers la répartition où ils vont envoyer des ressources, optimiser les opérations et supporter l'intervention tout le long jusqu'à ce que l'unité se remette disponible. Pour faire simple, un traitement d'un appel d'urgence au niveau de la prise d'appel va consister à sélectionner le problème principal de l'appelant, en fait de le déterminer, évaluer la condition de l'appelant pour aboutir à un niveau d'intervention et fournir de l'assistance avec différentes instructions et directives. Le niveau d'intervention, c'est ce qui va engendrer un envoi de ressources avec un plan de réponse qui est déterminé en fonction de chaque niveau d'intervention. Et le répartiteur, de son côté, va envoyer des unités nécessaires, optimiser les opérations, parce qu'on est toujours dans une espèce de contre-la-montre, et soutenir l'intervention tout le long. La prise d'appel, elle cherche à recueillir des informations. Oups, je pense que j'ai cliqué trop vite. La prise d'appel vise en réalité à recueillir des informations précises quant au patient, puis aider l'appelant en lui transmettant des instructions et des directives. Chaque appel d'urgence qui va être évalué par les RMU vont commencer de la même façon. OK, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Ça donne l'opportunité à l'appelant de vous fournir le contexte, de l'information sur la condition du patient, qui va permettre au RMU de sélectionner parmi les 34 protocoles qui sont préécrits de l'Advanced Medical Priority Dispatch System, qui est utilisé à Urgence Santé. Il va sélectionner son protocole et évaluer d'une manière plus approfondie la condition du patient pour émettre en fait un niveau d'intervention qui va être associé à un plan réponse. Les instructions qu'ils vont transmettre par la suite peuvent concerner différentes situations, la réanimation respiratoire, des directives pour les désobstructions dans le cas d'un étouffement, des accouchements, etc. La répartition de son côté, c'est vraiment un contre-la-montre perpétuel, le but étant toujours d'acheminer l'aide le plus rapidement possible en fonction de la condition du patient. Pourquoi on parle de plan réponse? C'est associé au niveau d'intervention qui sont déterminés au niveau de la prise d'appel, mais ça aussi définir le type d'unité qu'on envoie. Ce sera un plan réponse avec des paramédics de soins primaires à soins avancés pour les situations les plus critiques. Donc,
Ça ne veut pas dire qu'on va lentement dans un cas et hyper vite comme une Formule 1, mais ça veut dire que la condition du patient requiert une intervention de moins rapide à très rapide. Très rapide étant, par exemple, un arrêt cardio-respiratoire. Si on rentre dans le vif du sujet dans lequel on est aujourd'hui, on parle de la diaphorèse. C'est un signe de patient à haute acuité. Donc, on peut dire que c'est comme une espèce de sentinelle de la langue qui dit la présence de la diaphorèse pourrait susciter une intervention urgente. Elle est considérée dans le niveau d'intervention de type, par exemple, de paramédic de soins avancés. Et la littérature nous indique déjà que dans le cas de certaines pathologies, par exemple un infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment ST, que la diaphorèse serait présente comme indicateur précoce. Donc, si on peut l'identifier rapidement, on peut acheminer l'aide plus rapidement et diminuer les délais entre la survenue de l'événement et le traitement du patient. Au niveau préhospitalier, la prise d'appel d'urgence est la première occasion d'identification de cette condition qu'est la diaphorèse. Donc, l'objectif de l'étude était en fait d'évaluer la concordance entre l'identification de la diaphorèse au téléphone par les RMU et ce qui a été observé par les paramédics traitants qui se sont rendus sur place. On a formulé 3 grandes hypothèses. La première étant que la concordance de la réponse fournie par la question clé qui touche la diaphorèse se situe entre 0.5 et 0.7, donc c'est au niveau du kappa. La deuxième hypothèse était qu'on s'attendait à ce que la concordance soit plus élevée lorsque la question est posée en anglais. Et pour finir, que la concordance serait le plus élevée lorsque le RMU s'adresse directement au patient. Donc, la pompe serait le patient. Au niveau des méthodes, on avait 2 critères principaux d'inclusion. Donc, c'était tous les appelants qui signalaient des problèmes respiratoires et des douleurs et inconfort, en fait, des malaises thoraciques. On a pris des données dans une période d'1 année et on excluait tous les appelants qui provenaient d'agences, donc des personnes qui n'ont jamais été au contact ou vu le patient. Pour les méthodes, on a effectué 2 types de mesures. Des mesures primaires qui correspondent à regarder l'aspect de la peau fournie par l'appelant, donc si la peau était sèche, elle était mouillée. Par la suite, on s'est intéressé au type d'appelant. Donc, est-ce que c'était l'appelant patient? Est-ce que c'était un appelant interposé? Quelle langue était utilisée par l'appelant? Donc, elle a été utilisée par le RMU pour traiter l'appel, le français ou l'anglais, les temps-réponse ainsi que la priorité de l'appel. Pour l'échantillonnage, on est parti d'un nombre d'à peu près 1500 appels. On a exclu le protocole de problème cardiaque qui est un protocole où on trouve aussi la question de la diaphorèse, mais on s'est vraiment concentré sur les problèmes respiratoires et tout ce qui était douleur thoracique, malaise thoracique. Et on est parvenu quand même à un pool d'appels qui est assez équilibré, que ce soit en français ou en anglais, pour les protocoles respiratoires et de douleur thoracique. Maintenant, avec les résultats, ce qu'on observe, c'est un tableau plein de chiffres, mais je vais essayer de le vulgariser le plus simplement possible. Lorsqu'on comparait ce que l'appelant fournissait comme réponse versus ce que le paramédic observait, on avait une valeur de kappa de 0.09, ce qui est extrêmement faible. En gros, le kappa, pour l'interpréter, il faut comprendre qu'il reflète en fait le moment où ce qu'on observe au niveau de la prise d'appel est identique à ce qu'on observe sur les lieux. Donc, plus le kappa va être grand, donc va se rapprocher du 1 qui serait le score parfait, meilleure est la concordance. Donc, lorsqu'on a un kappa qui est aussi faible que 0.9, c'est comme si on indiquait qu'il n'y avait pas ou peu de concordance entre ce que l'appelant mentionne et ce que les paramédics observent. Au niveau de la langue, on a constaté que les appelants francophones présentaient la plus forte sensibilité, tandis qu'au niveau des appelants, les appelants plaçants avaient, eux, la plus haute sensibilité versus l'observation des paramédics. Les appelants interposés, eux, avaient une meilleure spécificité. Donc, la différence entre la sensibilité et la spécificité, c'est qui est à même de nous dire que, par exemple, il y a la diaphorèse alors qu'il y en a vraiment,
tandis que la spécificité, ce serait, on dit qu'on écarte le plus possible les mauvaises réponses, si je peux résumer aussi simplement. Donc, avec les résultats qu'on a obtenus, on constate qu'on avait un surtriage de 32% et un sous-triage de 3%. Oui, il y avait une incertitude au niveau du triage qui reflétait à peu près 65%, mais lorsqu'on essaie d'optimiser un système de triage, il faut absolument que le surtriage soit minimisé. Et un surtriage de 32%, c'est quand même relativement important lorsqu'on sait qu'à Urgence Santé, pour juste la présence de diaphorèse uniquement dans un contexte de difficultés respiratoires ou de douleurs thoraciques, on envoie des unités de paramédics de soins avancés. Donc, ça fait partie du plan réponse. Donc, un surtriage de 32%, c'est comme si dans 32% des cas, on envoie des unités spéciales qui ne sont pas requises pour la condition du patient. On regarde aussi le temps-réponse parce qu'il est important de noter que ce n'est pas parce qu'on a fait des observations qu'elle reflète la situation, parce que la diaphorèse est un phénomène qui est transitoire. Elle peut apparaître maintenant, puis disparaître après un certain nombre de temps, ou elle peut apparaître après un certain laps de temps. Donc, c'est important de regarder le temps-réponse des ressources, mais entre les patients avec une déclaration de diaphorèse versus non-diaphorèse au niveau de l'appelant, on se retrouve quand même dans la même fourchette de temps-réponse. Donc, au final, on observe une très faible concordance entre les appelants et le personnel paramédical, donc les paramédics, qu'on ne peut pas expliquer par le temps-réponse puisqu'on se situe dans la même fourchette. Cette situation est quand même reflétée au niveau de la littérature, donc on n'est pas surpris. Les appelants patients sont les meilleurs pour évaluer la diaphorèse, donc on est soi-même très capable de constater qu'on a de la diaphorèse ou non. Par contre, pour limiter le surtriage, ce sont les appelants interposés qui nous fournissent la meilleure condition. Donc, la différence entre les francophones et les anglophones pourrait se faire expliquer par le fait qu'on a des directives en place au niveau du Centre de communication santé où on a des éclaircissements plus poussés de la question sur la diaphorèse qui est est-ce que vous avez de la peau moite? Excusez-moi, est-ce que vous avez des sueurs froides ou la peau moite? Il y a des clarificateurs officiels qui sont plus utilisés, ce qui fait qu'il se peut que cette clarification, mais que cette explication puisse expliquer la raison pour laquelle on est plus sensible en français qu'en anglais. Les limites de nos systèmes font qu'on se retrouve dans une analyse rétrospective et qu'au niveau de la littérature, on n'a pas d'études qui a été réalisée quant à la reconnaissance de la diaphorèse par les paramédics. Ça a l'air évident qu'on puisse dire, OK, telle personne est en diaphorèse, telle autre personne n'est pas en diaphorèse, mais il faut quand même avoir une étude qui puisse le démontrer et ça n'existe pas pour l'instant, donc on se base sur le fait qu'on fait confiance aux paramédics pour l'instant dans le cadre de cette étude-là. Mais c'est quand même une avenue qu'il faudrait investiguer quant à la reconnaissance de la diaphorèse. Donc, au final, les résultats qu'on a obtenus sont en accord avec ce qui est présent dans la littérature, qui pourrait aussi expliquer le fait qu'on ait une faible concordance entre ce qui est observé au niveau de la prise d'appel et ce que les paramédics constatent sur le terrain. On a fourni une nouvelle approche pour étudier l'exactitude du triage des appels d'urgence au 911. Et c'est très intéressant donc de poursuivre l'investigation entre les questions qu'on pose dans le cadre de l'évaluation et ce qu'on observe afin d'améliorer justement cette concordance-là et s'assurer que le triage soit le plus exact possible. Donc, ceci conclut ma présentation. Si vous avez des questions. J'ai plusieurs questions, Teresa. En fait, je n'ai pas des... Notre public a des questions. Alors, on va y aller par ordre que j'ai reçu. D'abord, il y a M. Fournier avec une deuxième question qui aimerait savoir pourquoi le protocole 19 a été exclu. En réalité, c'est parce que le protocole 19, au niveau de l'extraction, avait une limite au niveau de la langue. On se retrouvait avec des appels francophones en majorité. Donc, si on veut étudier une des hypothèses par rapport
à l'impact de la langue, en incluant le protocole 19, il présentait des lacunes, donc il a été exclu pour cette raison-là. Parfait. Alors, Gabriel Lavoie, avec un chat, mais 3 questions. Pourquoi avoir choisi la diaphorèse? Est-ce que c'est un symptôme qui est particulièrement difficile à valider par le RMU? Et sinon, cette étude pourrait-elle être reprise pour d'autres symptômes? Alors, pourquoi la diaphorèse? 2 raisons principales. C'est une question qui est problématique au niveau de la langue, au niveau du CCS. Le fait que c'est une question qui nécessite beaucoup de clarification pour que les francophones comprennent la nature de la question versus les anglophones. On se disait que c'était intéressant de l'étudier puis d'apporter le fait que nos clarifications améliorent la compréhension pour obtenir une modification du protocole par l'Académie. Donc, ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que c'est un signe qui est recueilli au niveau des paramédics. Donc, sur le rapport d'intervention préhospitalière, on a une réponse par un professionnel de la santé. Donc, si on veut comparer, ça nous prend un contrôle. Donc, toute bonne étude, ça prend ce qu'on appelle en anglais le gold standard. Notre gold standard, c'était les paramédics. Ce sont des professionnels de la santé qui ont été au chevet du patient, qui l'ont vu, qui peuvent dire oui, il y en avait, non, il n'y en avait pas. Et on a l'information disponible. Donc, on avait la condition idéale pour faire l'étude et elle peut être reprise en ajustant certains paramètres pour d'autres contextes. J'ai jeté mon pavé dans la pierre, le fameux est-ce qu'il est complètement alerte, qui suscite beaucoup de débats, de situations, on va dire, problématiques, mais c'est un début, mais je suis une boîte excessive à idées d'études, alors c'est sûr que la comparaison va toujours m'intéresser, que ce soit au niveau de la prise d'appel et ce qui est observé sur le terrain. Voilà. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question, Teresa. Alors, c'est M. Poirier. Sébastien demande, je voulais savoir si dès le départ, tu aurais pensé que le paramètre anglophone versus francophone allait être considéré. Je suis étonné, dans le bon sens, que ce soit quelque chose à prendre en considération. Alors, la réalité, c'est que Urgence Santé est le plus gros centre d'appel francophone, on va dire bilingue en Amérique du Nord. Donc, on est en quelque sorte, on est aussi un centre d'excellence. Donc, on est en fait une référence aussi pour l'Académie quant à la formulation des questions. Donc, si on observe une différence avec la langue, donc les questions qu'on a employées, on est les mieux placés en fait pour soulever cette problématique-là et s'assurer que les ajustements sont faits. Les protocoles qui sont utilisés sont rédigés à l'origine en anglais et sont traduits par la suite pour différentes langues, que ce soit le français, l'espagnol, etc. Donc, si on veut faire des ajustements, ça nécessite qu'on ait des preuves et qu'on teste aussi des solutions. Et au niveau provincial, on a ce qu'on appelle le fameux carnet du RMU qui est décidé en concertation avec les différentes directions médicales qui vient porter des ajustements spécifiques à Urgence Santé, mais aussi aux autres centres d'appel d'urgence au Québec. Je ne le vois pas comme un aspect négatif, je vois plutôt comme la nécessité d'adapter une solution internationale à notre réalité. Le français qu'on parle au Québec n'est pas le même qu'on va parler en France ou ailleurs. Donc, c'est normal, mais il faut l'étudier pour que ces modifications-là soient basées sur de la science, sur des données probantes, mais aussi garantir une certaine rigueur quant à la prise en charge des appelants et des patients. C'est tout pour les questions. À part ça, c'est que des fleurs pour toi, Thérèse. Alors, c'est à mon tour de faire des fleurs, Luc. Alors, j'ai la chance, le privilège de travailler avec Luc de Montigny, qui était responsable seul avant mon embauche du programme de recherche maintenant, il est depuis à peu près 5-6 ans. Vous avez pu voir, ou si vous l'avez manqué, le reportage découverte sur une des études qu'il mène en ce moment avec la Défense nationale. Alors, je vous inviterai à aller la consulter. On pourra mettre encore disponible. C'est comme la superstar du programme de recherche. Il va nous présenter
une étude très intéressante qu'il a conduite tout récemment et finalisée. Alors, Luc, c'est à toi. Je vais partager mon écran dès que je trouve le bouton. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je vais terminer notre petite session avec une troisième étude qui s'intitule « Définir la chronodépendance, le développement d'un instrument de recherche avec la méthode Delphi ». Avant de débuter la présentation, je vais trouver... Voilà. Alors, l'équipe de recherche, Ian Blanchard, Ryan Lee, Chip Doig, Eddie Lang, tous d'Alberta. Beaucoup de reconnaissance et remerciements pour les gens qui ont appuyé la recherche. Par contre, aucune divulgation, il n'y a pas de conflit d'intérêt pour ce projet-là. Et le projet a eu l'approbation de l'Université Calgary pour l'éthique. Alors, le but de la présentation aujourd'hui, c'est diffuser les résultats de l'étude, souligne la collaboration entre l'Alberta et le Québec. Comme mon partenaire Ian aime dire, si on peut bien travailler entre Albertains et Québécois, tout est possible. Et invitez vos questions ou vos commentaires. Alors, je vous donne d'abord le contexte de ce projet. Thérèse a déjà noté, nous avons un projet en cours avec, en fait, financé par la Défense nationale qui vise à mieux prédire le risque lors de la prise d'appel au 911. Et pour savoir si on peut améliorer la situation, on doit devoir connaître la situation actuelle. Pour connaître la situation actuelle, il faut pouvoir différencier entre les patients qui sont en besoin urgent de soins et les patients qui sont moins en besoin urgent. Et pour faire cette distinction-là, il faut pouvoir évaluer la chronodépendance, la sévérité de nos patients. Il y a déjà plein de façons de faire ça, plein d'instruments. Vous connaissez peut-être News ou NACA. Ils sont bien utiles. Par contre, ils sont limités. Ils sont particulièrement limités au Québec où on est toujours, urgence santé, entre autres, sur des rythmes papier, ce qui fait que la saisie de données est un peu difficile. Nous n'avons pas accès aux signes vitaux pour tous nos patients et il y a d'autres informations qui manquent aussi. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'il ne serait pas possible de regarder d'autres indicateurs de sévérité pour nos patients? Et l'idée que les soins qu'on aurait prodigués aux patients seraient quand même assez indicateurs, qui seraient quand même parlants. Et ça serait, il faut noter que ça serait complémentaire à ce qui se fait déjà. On n'essaie pas de remplacer les autres instruments. Alors, pour y arriver, il y a vraiment deux objectifs à l'étude. C'est de se mettre d'accord sur une définition de chronodépendance dans le contexte de SPU. Et en se basant sur cette définition de chronodépendance, de trier, c'est-à-dire catégoriser toutes les interventions, soit cliniques ou pharmacologiques, d'Alberta et de Québec, pour soit catégoriser comme chronodépendant ou non chronodépendant. Vous avez eu dans le titre, on a utilisé la méthode Delphi, qui tire son nom de l'oracle de Delphes. Alors, c'était représentante une prêtresse de le dieu Apollon, qui pendant près de 12 décennies avait prédit le futur à Delphes. On venait de loin et de loin pour avoir ses conseils. On apportait des offrandes intéressantes et on recevait des prévisions du futur. Alors, Delphi tire son nom de là. Mais une couche intéressante de plus, c'est de savoir que plus récemment, on a regardé la géologie de Delphes et noté que le temple d'Apollon était situé sur des failles, ces failles qui servaient de cheminée et qui pouvaient servir pour diriger des gaz dans le temple d'Apollo. Et ces gaz-là, du sol bitumineux sous le temple, contenaient entre autres l'éthylène. Vous savez peut-être que l'éthylène, c'est une substance qui est euphorique, mais aussi hallucinogène. Alors, peut-être que la prêtresse avait un peu de créativité dans ses prévisions. Malheureusement, il n'y avait aucune utilisation de gaz éthylène pour la recherche. On a utilisé des techniques un peu plus, des méthodes plus traditionnelles pour arriver à un consensus. Alors, à la base, on se dit que le jugement de groupe est plus valable que les jugements individuels. Donc, c'est une méthode structurée pour solliciter l'avis d'experts
afin de parvenir à un consensus sur des questions prédéfinies. On fait plusieurs tours de scrutin. On demande aux gens, dans ce cas-ci, d'abord de voter sur les définitions, sont d'accord ou pas d'accord, en se basant sur ces définitions-là, une fois qu'il y a un accord, pour aller catégoriser les interventions. Nous, on a fait une ronde, c'est-à-dire un tour de scrutin pour la définition, ensuite 3 tours de scrutin pour les interventions. Les 2 premières étaient faites anonymement, où on avait droit à voir les résultats du tour avant et les commentaires, mais on ne voyait pas comment avaient voté les autres experts. En fait, on ne connaissait pas les autres experts. La 3e ronde était faite par appel conférence pour qu'ils puissent avoir débat sur les dernières interventions où on n'arrivait pas à catégoriser par sondage. Alors, le seuil pour le consensus était défini à 80% d'accord entre les experts. Et les experts venaient du Québec et d'Alberta. Alors, chez nous, 11 experts, Alberta, 11 experts, pour représenter les 4 champs de pratique pertinents aux SPU. Alors, médecins, PSA, PSP, les premiers répondants. Je n'ai pas besoin de présenter la corporation. Par contre, pour Alberta, c'était Alberta Health Services, qui depuis 2009 est un système provincial. Donc, un service pour toute la province, à peu près 4,5 millions de population sur un énorme territoire de 650 000 km², 450 ambulances pour à peu près 5 600 paramédics. Il faut savoir que là-bas, il y a beaucoup plus de PSA que chez nous, proportionnellement. Traite par contre à peu près les mêmes nombres d'appels que nous, c'est-à-dire 320 000 appels par année avec 7 CCS. La majorité des experts provenaient de la zone de Calgary, mais il y en avait à l'extérieur. Voici donc la définition, et ça a pris seulement un tour. On a franchi le seuil de 80% d'accord dans la première ronde, alors on a gardé cette définition-là. Une majorité de patients qui devraient recevoir l'intervention selon les protocoles provinciaux subiraient un préjudice direct à leur santé ou à leur sécurité si l'intervention prise seule n'était pas réalisée dans les 8 minutes suivant l'appel initial au 911. Il faut préciser qu'une majorité de patients exclut les cas exceptionnels et uniques, et je vais revenir là-dessus. Préjudice direct à la santé inclut la mort, les séquelles permanentes ou durables et les douleurs, détresse extrême, et que le préjudice direct à la sécurité inclut toute situation entraînant des dommages physiques. Alors, avec cette définition, nous avons catégorisé, je dis nous, c'est les experts ont catégorisé les interventions. Les interventions, c'était et cliniques et pharmacologiques. Dans la première ronde, sur 63 interventions, on est arrivé à consensus sur 27, 10 comme chronodépendants et 17 comme non chronodépendants, ce qui laissait 36 interventions où il n'y avait pas d'accord. Deuxième ronde, sur les 36, nous avons catégorisé un autre 14 avec 5 chronodépendants et 9 non chronodépendants. Dernière ronde, et celle-ci était faite par téléconférence, avec les Albertains d'un côté et les Québécois de l'autre, puisqu'on travaillait en anglais avec les Albertains et on travaillait en français avec les Québécois. Alors, ça a pris plusieurs rencontres téléphoniques, mais on était arrivé à finalement catégoriser 11 sur 22 qui restaient, 2 chronodépendants pour un total de 33%, c'est-à-dire qu'il y a eu 52 interventions qui ont été catégorisées. Sur les 52, 17 étaient chronodépendants et 35 étaient non chronodépendants. Le reste, il restait 11 où il n'y a eu pas d'accord. Il y avait moins de 80% d'accord sur ces interventions-là. Ce qui a été retenu, c'est les interventions chronodépendantes ici cliniques. Ça a l'air quand même assez intuitif. Il faudrait quand même noter que c'est intéressant que plusieurs de ces interventions-là sont tout champ de pratique, c'est-à-dire premier répondant jusqu'à PSA. Par contre, il y en avait d'autres où
c'était que des PSA qui pouvaient prodiguer ces soins-là. Ensuite, les interventions pharmacologiques, c'est-à-dire les médicaments. Et ici, il faut savoir aussi que si on compare les deux systèmes, qu'en Alberta, ils ont accès à beaucoup plus de médicaments qu'au Québec. Leurs PSA ont une trousse d'outils qui est plus large que nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette recherche? D'abord, qu'on a quand même pu trier ou catégoriser beaucoup des interventions. Il y avait la réponse était très bonne. On a eu la participation d'une équipe qui était vraiment fantastique et en Alberta et au Québec. On a pu, c'est-à-dire que les gens étaient fiables et étaient de bonne humeur. On a eu des bonnes conversations. Par contre, il faudrait peut-être noter aussi, c'est le fait qu'il y a vraiment une différence entre comment les chercheurs perçoivent une question et comment les cliniciens, eux, le perçoivent. Dans la définition, c'était très clair qu'on parlait de majorité de patients et pourtant, on entendait souvent, soit dans les commentaires ou lors des discussions par téléphone, que ce soit les paramédics, des médecins ou les premiers répondants qui disaient quelque chose dans le genre de « ben, c'est pas souvent le cas, mais quand c'est le cas, c'est vraiment négatif. » Alors, on mettait l'emphase sur les pires scénarios et on se basait là-dessus. Et en recherche, c'est plutôt le cas moyen, le cas typique qui nous intéresse parce qu'on cherche à développer un instrument. Donc, je vais terminer sur les limites. Il y a eu quand même une représentation de deux provinces, qui est très, très intéressant. Si on prend les protocoles provinciaux albertains et québécois, ça couvre à peu près le tiers de la population du Canada, ce qui est intéressant. Par contre, on pourrait peut-être avoir des différences d'opinion, c'est-à-dire des réponses différentes si on allait en Ontario, dans les Maritimes ou dans l'Ouest. On a fait 3 tours de scrutin. Les 2 premières étaient anonymes. Par contre, la troisième, puisqu'on parlait au téléphone, on utilisait les noms. Il y aurait peut-être biaisé par le manque d'anonymité. Mais vraiment, la plus grosse limite, c'est le fait qu'on parle ici d'opinion. Alors, on sait que dans l'hiérarchie des preuves, que tout ce qui est opinion experte est vraiment en bas de la pyramide et il faudrait donc faire un suivi et ça pourrait se faire où on pourrait valider cet instrument-là avec des données empiriques, soit d'ici, soit d'Alberta. Pour faire le sommaire, alors, cette étude voulait arriver à une définition de soins chronodépendantes dans le contexte de services préhospitaliers d'urgence et d'identifier quelles parmi nos interventions seraient indicateurs de chronodépendance, c'est-à-dire de patients en besoin de soins chronodépendants. Avec l'aide de 22 experts, on a pu arriver à un instrument de 17 interventions qui pourrait servir pour rétroactivement catégoriser des patients comme chronodépendants ou non chronodépendants, ce qui pourrait améliorer l'assurance qualité et la recherche. Sur ça, je cède la parole pour voir s'il y a des questions. C'est toujours un plaisir d'entendre tes présentations, Luc. Je vais commencer avec une première question de Gabrielle Lavoie. Est-ce que les opinions tendaient à se regrouper par province ou par niveau de soins? C'était vraiment plus par province. Alors, on peut parler de culture et je pense que c'était plus ça qui était parlant que niveau de soins. Il faut dire aussi, je me répétais peut-être un peu, mais en Alberta, il y a plus de PSA et ça fait plus longtemps qu'ils sont intégrés au système. Donc, je pense qu'ils sont plus habitués à travailler en équipe et ils ont aussi accès à beaucoup plus ça fait partie de leurs soins de penser à toutes ces interventions-là, que ici, je pense que c'est beaucoup plus nouveau. Alors, c'est moins intégré, pas intégré de façon clinique, mais intégré de façon plus conceptuelle, mentale. Merci pour cette réponse. J'ai une question pour toi.
À partir d'une étude de ce type-là, quelle serait la prochaine étape? La prochaine étape, ça serait de valider l'outil. Donc, on a un instrument qui dit si un patient aurait reçu un de ces 17 ou plusieurs de ces 17 interventions-là, on considère que ce patient-là était en besoin urgent de soins. Alors ça, on peut le vérifier. Une façon de le vérifier chez nous, ça serait par exemple en comparant les interventions reçues avec le transport vers le centre receveur. Est-ce que le transport s'est fait avec sirène gyrophare, c'est-à-dire en 10-30, ou est-ce que le transport s'est fait en 10-16? Et si le transport s'est fait en 10-16 sans sirène, sans gyrophare, on pourrait dire patient stable. Est-ce que ce patient avait vraiment besoin qu'on se déplace? Est-ce que c'était vraiment une P1, une P0, ou est-ce que peut-être plus une P3, P4, P7? Alors, ça serait une façon de voir si l'outil est valable. OK, merci. N'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. J'ai une autre question pour toi, Luc. Est-ce qu'on peut considérer que la méthode Delphi serait utile à créer un système pan-canadien d'évaluation ou est-ce que ce serait trop laborieux? Il faut vous souvenir que la méthode Delphi est vraiment pour générer des hypothèses pour débuter de la recherche. Alors, c'est pratique pour créer une base qui ensuite servait à des analyses empiriques. Mais peut-être que si on parle de la logistique de ta question plutôt que la science, c'est beaucoup de travail. On avait 22 experts et c'était des gens très bien. Ce n'est pas une manque de bonne volonté, c'est juste on essaie d'organiser tous ces gens-là. Par exemple, pour placer la troisième onde, les appels, conférences, ça a pris des semaines et des semaines. Et beaucoup de sondages Doodle pour trouver des moments où on pouvait avoir des gens sur un même appel. Alors, de ce côté-là. Par contre, je sais que quand on parle de l'agenda SPU, de recherche en SPU, qui a maintenant 10 ans, et on va la retravailler cette année, en tout début d'agenda de ce projet de recherche-là, il y a eu beaucoup il y a eu une grosse partie qui a été faite par Delphi. Et là, on parle je pense que c'était plus comme 50-60 experts qui ont été sondés pour avoir des bases. Et ça a pris, moi, je n'étais pas sur le projet-là, mais Ian a participé et c'était un travail héroïque. C'est toujours colossal des façons de mettre en place des projets de recherche. Ça ne paraît pas, mais c'est très prenant. Alors, merci beaucoup, Luc. Je vais te laisser le mot de la fin si personne n'a d'autres questions ou commentaires. Il est 10h58, alors je vais te laisser conclure cette conférence. On va faire ça vite pour respecter l'heure de la fin. On aimerait remercier tout le monde, remercier Gabriel et Teresa d'avoir présenté, remercier les gens qui ont écouté et ceux qui ont apporté des questions. C'est très apprécié. Et peut-être juste faire la remarque qu'aujourd'hui, on a présenté 3 projets de recherche. Il y a quand même 28 qui roulent à Urgence Santé. À l'heure actuelle, on a une autre quinzaine en préparation. Il faut dire que la recherche à Urgence Santé n'a jamais eu cette place-là, ce dynamisme-là. Et c'est vraiment, c'est excitant d'être à Urgence Santé comme chercheur et j'espère que comme paramédic, comme garde, comme employé de la corporation, vous êtes fiers de la recherche et ça vous intéresse et vous allez faire rayonner. Alors, je vous souhaite tout le monde une très belle semaine SPU et puis portez-vous bien. Bonne journée à tous.